Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission Connect Live de la Tribune Afrique consacrée à la riposte africaine face au Covid. Aujourd'hui, nous allons évoquer la situation au Sénégal avec notre invité, le docteur Abdoul Aziz Mbaye, ministre et conseiller personnel du président Macky Sall. Au programme aujourd'hui, nous allons faire un point sur la situation de la pandémie dans le pays et nous verrons comment l'État sénégalais a fait face à la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui s'est bien évidemment, comme partout ailleurs, doublée d'une crise économique et nous verrons là aussi comment l'État et l'ensemble des milieux économiques ont réagi. Nous parlerons également de solidarité et de la question de l'annulation de la dette publique puisque début avril, le président Macky Sall a lancé un appel en ce sens. Et enfin, nous verrons comment nous allons et quelles leçons tirer de cette crise et comment envisager l'après-Covid à l'échelle du Sénégal et du continent. Pour évoquer tous ces sujets, je le disais, nous accueillons Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes, Monsieur le ministre, un homme aux multiples facettes. Vous êtes de formation scientifique, puisque je crois que vous êtes physicien, vous êtes également économiste, et vous avez derrière vous une longue carrière de diplomate qui vous a mené de l'Afrique au Pacifique, en passant par l'Europe. Vous avez été le premier directeur du cabinet du président Macky Sall. Mais vous avez aussi un fort engagement dans le domaine culturel et associatif, puisque vous avez été ministre de la Culture et avez créé la fondation Youssou N'Dour, Youth Network for Development. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Delphine. Merci. Pour mener à bien cet entretien avec vous, je vais maintenant laisser la parole à Mounir El Figuigui, rédacteur en chef de la Tribune Afrique, et j'aurai moi-même le plaisir d'intervenir au nom de vous, chers spectateurs, pour poser au ministre les questions que vous pouvez nous transmettre dès à présent sur les réseaux sociaux et sur le site de la Tribune Afrique. Mounir, c'est à toi. Merci Delphine pour cette introduction. Docteur Abdoul Aziz Mbaye, bonjour. Bonjour Mounir. Donc, juste un rappel pour notre communauté d'internautes par rapport à la situation épidémiologique au Sénégal. Alors, à ce jour, mercredi 20 mai, soit après 2 mois de mise à l'épreuve, le Sénégal a enregistré un total de 2714 cas de contamination Covid, dont 1186 cas de guérison et une trentaine de décès. Alors, globalement, quelles sont les principales mesures qui ont été prises par les autorités sanitaires sénégalaises au cours de ces 2 mois pour justement circonscrire la maladie? Merci Mounir. Le Sénégal, très vite dans la crise, a eu une approche très anticipative et très proactive. Nous sommes basés sur l'information qu'on recevait de la situation en Chine, de l'information qu'on a reçue sur la situation en Italie, en Espagne et en France. Et au moment où ça arrivait chez nous, nous avions suffisamment d'informations pour que notre chef de l'État décide d'une action rapide, forte, à partir du 2 mars, pour voir comment endiguer l'arrivée du virus chez nous, comment endiguer sa propagation, comment protéger les populations sénégalaises et africaines, et comment faire de telle sorte que notre économie aussi survive à ça. La stratégie qu'on a eue était une stratégie pragmatique qui partait toujours de ce qu'on savait. Quand on a un cas qui est arrivé, le premier cas est arrivé le 2 mars, on savait que ce cas avait un environnement. On a identifié le cas, plus les contacts du cas. Le cas est un malade, donc on le soigne, donc on soigne les malades, on isole les contacts des malades pour identifier parmi eux ceux qui ont été contaminés. Et à ce moment-là, on a pris beaucoup d'hôtels qu'on a utilisés comme lieu où probablement on va devoir mettre les gens qui seront des cas contacts. Et à ce moment-là, on avait des cas importés et des cas contacts pour l'essentiel. Ensuite, ça a continué à se développer et jusqu'à ce qu'on ait un certain nombre de cas qui commençaient à émerger de la population, ce qu'on appelle des cas communautaires, c'est-à-dire d'une transmission communautaire dont on ne savait pas d'où ça venait. Donc, on s'est trouvé tout de suite avec une disposition, soigner les malades, mettre en confinement leurs contacts
identifier parmi eux les nouveaux malades et identifier les contacts de ces nouveaux malades, etc., et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça nous a permis très vite d'avoir un contrôle sur la chose, sur le fait qu'on n'avait plus quelque chose qui nous arrivait comme ça sur la tête sans qu'on ait une maîtrise de ça. Mais je crois que le leadership qu'on a eu était un leadership exemplaire. Il a été exemplaire parce qu'il a été prévoyant et il a respecté le virus et a respecté la maladie. Partout où on n'a pas respecté la maladie, on a eu un débordement incontrôlé, comme ça s'est passé en Italie, en Espagne, en Angleterre, etc. Alors justement, Monsieur le ministre, alors toujours par rapport au volet sanitaire, mais loin d'un discours peut-être triomphaliste, si vous le permettez bien sûr, alors comment le Sénégal a pu réussir à mettre en place un dispositif de surveillance efficace justement pour organiser sa réponse à la pandémie? Mais le Sénégal, vous savez que le Sénégal a quand même une longue expérience des questions épidémiques. Le Sénégal a connu les épidémies de peste à la fin du 19e siècle. Le Sénégal a connu des épidémies de la grippe espagnole au début du 20e siècle. On a connu aussi les épidémies de grippe de Hong Kong. Et ça fait qu'on avait une certaine habitude. On a une certaine habitude de traiter ce qu'on appelle ici le MBAS, c'est-à-dire les épidémies qui nous frappent. Mais surtout, le Sénégal a un dispositif sanitaire très formé. Vous savez que pour, par exemple, le sida, dans les années 80, ici au Sénégal, on a mis des dispositifs, des centres d'accueil des sidéens bien avant de constater le premier cas de sida au Sénégal. Ça veut dire qu'on a des professeurs ici de médecine, des professeurs de santé publique, des épidémiologistes d'une compétence internationale qui ont travaillé. On ne fanfaronne pas, hein? On a fait simplement la chose la plus évidente, utiliser les ressources qu'on avait pour combattre le mal qui nous frappait. D'accord. Alors, Delphine, à ce stade, peut-être, vous avez une question des internautes? Je crois que son micro ne marche pas. Alors, je pense, voilà, exactement. Alors, un petit, voilà, juste. Pardon, excusez-moi, j'avais effectivement coupé mon micro. Oui, effectivement, merci Mounir. Monsieur le ministre, une première question liée aux mesures d'accompagnement pour un confinement efficace. Qu'est-ce qui a été mis en place? Vous savez, nous, on a utilisé tout ce qu'on avait à notre disposition. Pour un confinement efficace, on doit dire tout de suite que nous, on n'a jamais confiné totalement la société sénégalaise ni la population sénégalaise. On a fonctionné, comme je vous ai dit, identifier les cas, identifier leurs contacts, isoler leurs contacts, soigner les malades et continuer ainsi de suite. Donc, ça nous a permis de laisser la vie un peu dans la société. Mais on a, en termes de sensibilisation, on a tout utilisé. C'est une endémie, c'est une pandémie, ça a touché tout le monde et on a utilisé notre culture aussi, nos acteurs culturels, on a utilisé l'ensemble des couches sociales et pour avertir les gens. On a utilisé nos chefs religieux, on a utilisé notre église, on a utilisé tout le monde qui pouvait contribuer quelque chose à faire prendre conscience que c'est une maladie grave et c'est une maladie qui nuit à l'individu, mais aussi à l'économie de ce pays. Peut-être une autre question, pardon Mounir, des internautes concernant, avant de passer au volet économique, on a une question sur la recherche. Quelles stratégies de recherche ont été mises en place pour éradiquer le Covid au Sénégal? Ici, le Covid a trouvé en face des instruments qui existaient au préalable. L'Institut Pasteur est un institut qui était capable de faire du diagnostic à très grand volume et à très grande dose. On a un centre de recherche privé qui est sur la place aussi, qui a des capacités d'identification du virus et qui a une capacité de dépistage importante. Ce même centre d'ailleurs est un centre qui est issu de notre grand combat contre le sida. Et ensuite, nous avons utilisé les chercheurs à la faculté de médecine, les gens, des épidémiologistes qui travaillent au niveau international, qui travaillent avec des gens comme les professeurs Raoul, comme d'autres professeurs de médecine à travers le monde. Toutes ces équipes
Moi, je me rends compte, par exemple, du professeur Seydi qui est en face à l'hôpital Fann qui s'occupe des malades et qui montre une détermination, une force extraordinaire que nous découvrons. Nous, Sénégalais, on a découvert qu'il y avait chez nous un engagement scientifique et technique extraordinaire. Des gens à l'université ont mis en place des machines pour fabriquer, avec les imprimantes 3 dimensions, des respirateurs au cas où on en aurait besoin. On peut aujourd'hui au Sénégal fabriquer, si on en a besoin, plus de 60 respirateurs par semaine. C'est quand même important. Ça veut dire qu'on a des gens de toutes les strates de la société qui sont impliqués dans la bataille quotidienne, et que ce soit les médecins, les épidémiologistes, les centres pour faire le dépistage, mais aussi toute l'économie, toutes les structures sociales sont impliquées dans la bataille derrière le chef de l'État qui les a consultés. Je dois faire remarquer une chose. C'est une guerre ici qu'on a déclarée au Covid. Le chef de l'État, monsieur le président Macky Sall, quand il a pris la mesure de la chose, a rencontré l'ensemble des acteurs politiques de ce pays, un à un, individuellement, et a discuté avec eux de ce qu'il y avait lieu de faire. Et on a créé ainsi un grand consensus national de la lutte, de la guerre contre le Covid. Donc ça, c'est un premier acquis qui fait que tous les Sénégalais sont derrière le même combat, derrière le même chef, derrière la même bataille et utilisant les mêmes outils. Donc on a utilisé notre population, nos scientifiques, nos chefs religieux, nos techniciens, nos chercheurs en matière industrielle pour faire des outils pour travailler avec le problème qu'on avait à la main. On s'est révélé à nous-mêmes. On s'est révélé à nous-mêmes quelque part. D'accord. Alors, monsieur le ministre, si vous le permettez, on passera à notre volet. Alors, à ses débuts, la crise liée au Covid était d'abord une crise sanitaire, puis elle est devenue une crise sanitaire, mais aussi économique. Alors, comment l'État sénégalais et les pouvoirs publics ont-ils réagi à cette situation? Vous savez, vous avez parfaitement raison. En analysant comment opère cette maladie et cette pandémie, on s'est rendu compte que le Covid attaquait la relation entre les humains. Le Covid attaque ce qui est le fondement même de nos sociétés et de nos économies, les échanges. Donc, la première conséquence qu'on a vue, c'est que, en plus d'être une maladie qui tue avec une létalité donnée, c'est une maladie qui tue l'économie, mais certainement d'une manière massive que ça tue l'économie. Parce que la seule manière de combattre la chose, c'est de faire que les gens restent chez eux, c'est de faire que les gens ne bougent pas. C'est pour ça que très vite, on a pris des mesures d'ordre économique de très grande ampleur. Le président de la République, le président Macky Sall, a décidé de faire un plan Force Covid qui mobilise 1000 milliards de francs CFA, ce qui est le quart du budget de l'État sénégalais, ce qui est le 10e du PIB, l'équivalent un peu moins du 10e du PIB de l'économie sénégalaise. Donc, cet argent-là a été utilisé d'abord pour renforcer nos structures sanitaires, où on a mis un montant important de 64 milliards, mais on a aussi mis en place une structure pour soutenir les populations. Et là, on a mis plus de 100 milliards pour acheter des vivres à des gens qui en avaient besoin et qui avaient besoin de rester chez eux. Et on y reviendra. C'est pour 1 million de familles qu'on a identifiées pour venir en aide à ces familles-là. Et en fin de compte, on a donné de l'argent pour soutenir notre diaspora qui est dans des besoins nouveaux aussi, parce que la diaspora sénégalaise contribuait pour l'équivalent de 1000 milliards par an à notre économie, mais avec la Covid en Europe et aux États-Unis et partout, ils étaient plus capables, certains ont perdu leur emploi. C'était à nous de venir en aide à notre diaspora. Il y a eu une réelle solidarité entre les différentes strates intérieures et extérieures de notre population. Donc, en dernier lieu, il y a des familles ici, et je voudrais prendre une seconde pour en parler, qui, avant le Covid, ne souffraient pas de pauvreté, n'avaient pas de problèmes. C'était des petits tailleurs, c'était des petits taximans,
c'était des femmes qui tressaient pour gagner la vie. C'est ce que j'appelle les petites mains de l'économie nationale. C'est l'informel. Ces gens-là, il y en a une partie qui n'était pas pauvre et qui est devenue pauvre avec le Covid parce qu'il fallait arrêter les échanges et il fallait arrêter le commerce. Donc, ces gens-là, parmi elles, on a identifié aussi un certain nombre de familles. Par exemple, au Sénégal, il existe 346 000 familles identifiées pour recevoir ce qu'on appelle les bourses de sécurité familiale. Mais on a décidé de taper sur 1 million de familles parce que toute la différence, c'est pour aussi atteindre ces gens-là de l'économie qui n'étaient plus en mesure de se faire le quotidien qu'ils gagnaient tous les jours, au jour le jour, pour vivre. Et ça, c'est un mécanisme de solidarité qui a été formidable. Et sur ces 1 000 milliards, l'État sénégalais est venu très fort là-dessus, mais j'espère qu'on y reviendra, mais la population sénégalaise, les acteurs économiques sénégalais, ils sont venus aussi pour plus de 100 milliards de contributions sur les 1 000 milliards. Justement, Monsieur le ministre, c'était ma question en fait. Alors, de quelle manière les Sénégalais ont-ils répondu à cet appel de solidarité lancé par Massivement, massivement. Chacun à la hauteur de ses moyens. Moi, j'ai vu quelqu'un sur la liste qui a pris 500 000 francs. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et c'est un petit chef d'entreprise. Il a pris 500 000 francs, l'équivalent de 750 €. Il est venu déposer dans le grand programme des 1 000 milliards. Vous comprenez? Le 1 000 milliards, lui, il a dit que j'ai ça, j'apporte ça. C'est un élan de solidarité qu'on a démontré ici au Sénégal qui a été formidable. Et je salue vraiment l'abnégation du peuple sénégalais qui est venu contribuer chacun à sa hauteur. Notre secteur privé a contribué à sa hauteur, à ses moyens. Nos gens, nos chefs religieux ont contribué. Imaginez-vous qu'un des chefs religieux, le jour où on a déclaré ce fonds ouvert, il est venu contribuer avec 200 millions de sa poche pour soutenir l'effort. C'est cette contribution, c'est ce type de contribution, c'est cette solidarité-là qui fait vraiment l'élan d'une nation en face d'une crise comme le Covid. Alors, Monsieur le ministre, encore une question sur le volet économique. Alors, comment voyez-vous la place des populations les plus vulnérables dans justement les futures stratégies de sortie de crise? Excusez-moi, Mounir, d'avoir coupé, mais vous savez, je vous ai parlé des petites mains de l'économie. Oui, exactement. 97% de l'économie sénégalaise est une économie informelle. Vous savez, ça veut dire qu'une économie non perçue par l'administration. Mais on les a vus parce qu'on est venu auprès de certains d'entre eux pendant le Covid pour les aider. Et ces manières de les aider, c'était aussi une manière de les découvrir, de les connaître. Plus tard, on devrait créer un moyen de connaître davantage, d'associer davantage ces petites mains de l'économie, cette économie informelle à ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire qu'ils soient capables de contribuer, même si c'est peu, à la richesse du pays en donnant leur part dans la fiscalité. Ça, ce sera un acte à poursuivre dans l'avenir parce qu'on se rend compte que si on les connaît, en cas de difficulté, on peut les aider. Et la difficulté n'aura pas besoin d'attendre qu'on tombe sur la crise comme une pandémie pour y arriver. À mon avis, ça, ce sera quelque chose qui va arriver. Trouver un moyen d'associer ces petites mains de l'économie à l'économie du futur. Et l'économie du futur est large. D'ailleurs, il faut regarder, nous, on ne s'est pas mis à acheter, importer des tonnes et des tonnes de masques. On a mis à l'œuvre nos nombreux tailleurs dans le pays pour confectionner des masques sénégalais conformes aux exigences sanitaires et qu'on a distribués à notre population. Ça a permis de revigorer un peu aussi ce segment qui est la confection pendant la crise pour gagner un peu et survivre un peu mieux dans la crise qui touche tout le monde. D'accord. Alors, Delphine, peut-être une question sur le volet économique de nos internautes? Tout à fait. Une question notamment, là vous parliez du secteur informel, mais une question qui concerne le secteur privé, en fait, donc les salariés du secteur privé qui se sont vus mettre au chômage du fait du Covid-19. Que fait le Sénégal concrètement? Que fait l'État pour soutenir ce secteur privé où on voit que les salariés, au-delà de l'informel, eux-mêmes ont été très fortement touchés?
pour le secteur économique en général, si vous regardez les 1000 milliards, plus de 800 milliards de ces 1000 milliards ont été destinés à soutenir l'économie nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté de l'aide pour permettre des remises partielles de fiscalité, de taxes fiscales, de dettes fiscales. On a permis à l'État, aux entreprises de jouer un peu davantage avec leur TVA. On a permis aux entreprises certaines facilités de trésorerie. Mais surtout, on a donné pour plus de 100 milliards, 140 milliards aux secteurs les plus touchés, le tourisme et d'autres secteurs qui ont été immédiatement touchés par la crise. Mais mieux encore, l'État sénégalais a payé sur la dette intérieure 300 milliards aux fournisseurs de l'État. Mais les fournisseurs de l'État, c'est qui? C'est les petites sociétés de nettoyage et à gauche qui fournissent des services particuliers à droite. Ce sont ces petites sociétés-là qui, quand elles reçoivent de l'argent, en fait, nourrissent la population. C'est la société, c'est le groupe de gens les plus proches de la société. C'est cette même couche qui nourrit en général une partie du secteur informel dont nous parlons. Donc, on a démontrer encore une fois une solidarité en prenant l'essentiel des ressources qu'on avait mises dans le fonds Covid pour les consacrer à la lutte contre les effets du Covid sur notre économie, qui sont des effets dévastateurs si on les laisse faire sans rien faire. Alors, M. Mbaye, toujours dans le contexte de la pandémie, alors dernièrement, vous avez publié une tribune, dans la Tribune Afrique d'ailleurs, alors où vous évoquez ce paradigme proposé par le Sénégal qui consiste, alors là je vous cite, à refonder le commun sur de nouvelles solidarités pour l'humanité qui mettent l'humain au centre de toutes les relations communautaires, nationales et internationales en se concentrant sur l'essentiel. Alors pouvez-vous nous expliquer cette approche? Oui, c'est en fin de compte assez simple et c'est le fondement, à mon avis, de la pensée du président Macky Sall à l'heure d'aujourd'hui. On a un Covid qui touche l'humain et qui touche l'économie. Mais nous avons l'habitude de privilégier les contraintes économiques, les contraintes de la loi du marché sur les contraintes autres. L'Europe a vécu la même chose. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a décidé de résister aux lois sans cœur en réalité du marché, aux lois de la concurrence du marché, là où les hommes compétissent l'un envers l'autre, les États compétissent et tout le monde est en compétition pour les suppléer avec d'autres lois. L'Union européenne est bâtie sur un concept comme ça. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont décidé de créer une entité qui aille au-dessus de la loi du marché. C'était la fameuse commission SEGA sur le charbon et l'acier. Ils ont mis ensemble le charbon et l'acier des belligérants, anciens belligérants, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie et le Benelux, de mettre ensemble leur acier et leur charbon pour les empêcher de faire la guerre. Parce que pour faire la guerre, il faut gérer son acier et son charbon. Et comme ils ont mis en place une société supranationale pour contrôler ça, ils ont non seulement assuré la paix, mais en même temps, pour le faire, ils sont allés au-dessus des lois du marché. Ici, il faut faire la même chose. L'autre jour, l'Italie, reprochant à l'Union européenne son manque de solidarité. L'Union européenne répondant en disant qu'on va démontrer plus de solidarité. Donc, c'est la solidarité qui est au cœur. Quelle solidarité? Ce n'est pas la solidarité comme on a eu dans le passé, nous, ici en Afrique, que j'ai vu revenir. C'était la solidarité d'égal à égal. Une solidarité d'égal à égal. Il faut donc qu'on revienne à quelque chose, créer des institutions qui nous permettent de traiter l'humain, de traiter une solidarité d'égal à égal et de savoir que nous luttons tous ensemble contre les mêmes phénomènes
en général. Et le phénomène comme l'effet pangolin qu'on a eu sera répété dans l'avenir. Et il faudra trouver les moyens que tous les peuples du monde aient les moyens de contribuer à une solidarité qui permette à l'humain de survivre. Et c'est de ça que parle le président Macky Sall. En permettant à l'humain d'exister, on pousse aussi en disant aux gens, il faut aller vers l'essentiel. Quand on est en train de se battre pour garder des gens en vie, qui va penser à payer des dettes sur des programmes de développement qu'on a eu dans les mois, dans les années d'avant? Personne. Même les gens qui ont prêté l'argent. Vous croyez que l'Italie, en pleine crise de pandémie, avec des milliers de morts qui ravageaient sa population, avait le temps de voir qui lui devait quoi? Il faut trouver un système supranational qui permette à des moments particuliers de dire aux gens, on arrête les jeux accessoires. La finance est un jeu accessoire parce que la finance est destinée aux politiques publiques et les politiques publiques sont destinées à protéger la vie, à l'humain dans les sociétés dans lesquelles ils sont. Donc, c'est ça qui est important. Ramener l'humain au centre de nos politiques publiques, ramener l'humain comme priorité, comme essentiel parmi ce que nous faisons pour que nos politiques publiques soient conformes davantage à l'humain. C'est ça que veut dire M. le Président Macky Sall quand il dit qu'il nous faut de nouvelles solidarités, des solidarités au centre desquelles on trouvera l'humain, l'humanité. Alors justement, par rapport à Monsieur le Président du Sénégal, alors quel sens devrait-on donner à l'appel qu'il avait lancé début avril sur la question de l'annulation de la dette publique africaine et le réaménagement aussi de la dette privée? C'est une modalité de ce que j'appelle la solidarité ici. Si vous prenez aujourd'hui la dette africaine, l'ensemble de la dette africaine, c'est de l'ordre de 345, je crois, milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'ensemble des transactions financières à travers le monde? Très peu de choses. Très peu de choses. Est-ce que pour ça, on doit bloquer demain les ambitions de développement des pays en bafouant les notations que ces économies auront des agences de notation ou bien en limitant leur capacité d'endettement? Non, on doit réfléchir sur comment gérer cette dette. Et le président Macky Sall, hier, il l'a dit sur une initiative à New York, que ce qui est important, c'est que tout le monde manifeste une solidarité qui permet de gérer les problèmes du moment, les essentiels du moment, parce qu'on est en guerre contre quelque chose qui tue non seulement nos gens, mais qui tue nos économies. Et c'est là où c'est important de se dire, mettons en suspension le paiement des services de la dette. Le service de la dette ici au Sénégal, c'est 800 milliards de francs CFA par an. Vous vous rappelez le chiffre que j'ai donné pour soutenir notre économie? C'est 800 milliards aussi. C'est à ce moment-là, en faisant ça, qu'il s'est dit, mais si j'avais une possibilité de suspendre la dette, le service de la dette, j'aurais immédiatement eu tous les moyens pour consacrer les 800 milliards. Je n'ai pas besoin d'attendre pour les collecter à gauche, à droite. C'est ça l'idée nouvelle. C'est ça une idée forte. On doit s'inspirer de ce qui s'est fait en Europe pour mettre la paix au-dessus des règles du marché qui contiennent les règles du financement international, qui contiennent les règles de l'économie internationale. On doit faire la même chose, trouver une société supranationale qui puisse mettre le jeu de l'accessoire que sont les finances en veilleuse pendant qu'on résout des problèmes importants comme le problème de la survie de l'espèce humaine face à des pandémies, de la survie de nos économies face à des maladies qui ravagent nos échanges. Et c'est ça qui est important. C'est ça l'idée de base du président Macky Sall dans son analyse de cette affaire-là. Et je suis sûr que si on allait dans ce sens-là, l'Afrique a beaucoup de choses à apporter dans cette bataille. Parce qu'il y a des choses qui sont finies. Il faut changer d'état d'esprit. Parce que le monde, avec le Covid, a brutalement changé. Il faut changer d'état d'esprit comme les gens ont changé d'état d'esprit après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le moment de le faire. Et c'est à ça qu'appelle le président Macky Sall. Et je crois qu'il a été entendu.
Quand j'ai entendu le pape soutenir son initiative, j'ai compris que ce dont on parlait, l'essentiel dont on parlait, l'humanité dont on parlait, sont un de ses plus grands représentants sur Terre aujourd'hui, qui est le pape François, de cet aspect de l'humanité et mobilisé aux côtés du président pour faire cette bataille-là. Et c'est ça qui est important. D'accord. Delphine, peut-être une question par rapport à cette intégration africaine, à la coopération? Oui, justement, et je pense que ça, c'est intéressant aussi comme mot un peu pour un ministre de conclusion, pour ouvrir un peu sur le monde d'après. Il y a donc une question sur la coordination interafricaine en général, et plus particulièrement la coordination sénégalo-marocaine pour gérer la relance, surtout la question maintenant de la relance, la gestion de la relance post-Covid. Je crois que la gestion de la relance, si ce changement d'état d'esprit nous vient, ce sera quelque chose de formidable. Pour la simple raison suivante, c'est que avec cette crise, l'Afrique a découvert qu'il n'y a pas de fatalité dans la fragilité. L'Afrique n'est pas appelée à être toujours le continent fragile de l'ensemble des continents du monde. Il n'y a pas de fatalité à ça. Les plus grands ont eu le genou à terre dans cette bataille où l'Afrique tient encore debout. Et je conseille à mes compatriotes africains de rester encore debout face à cette bataille contre le Covid. Il ne faut pas que le Covid gagne chez nous. Et nous sommes arrivés à montrer que là où tout le monde a tremblé, nous avons certes tremblé, mais nous n'avons pas tremblé plus que les autres. Ça veut dire que l'Afrique rompt définitivement avec ses complexes. On n'est pas un petit pays, on ne peut pas être l'avenir d'un autre pays. On est nous pour notre propre avenir. Il y a un rapport français du Sénat français qui dit que l'Afrique est notre avenir. Mais non, l'Afrique est l'avenir de l'Afrique. C'est ça qui est important. Et l'Afrique va insister sur cette question-là en faisant différentes choses. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est l'Afrique doit prendre toute sa part dans le dialogue international, dans la responsabilité internationale, dans la co-responsabilité, dans la co-gestion des problèmes internationaux. Mais l'Afrique doit avoir sa place dans le concert des nations. C'est-à-dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit ouvrir une place décente à l'Afrique pour lui laisser la capacité de participer aux grandes batailles qui nous sont communes, que ce soit le terrorisme, que ce soit d'autres batailles qui demandent un engagement commun. Savez-vous combien l'État sénégalais dépense comme argent pour se bagarrer, pour être en face du terrorisme, un terrorisme que si on ne le retient pas ici, en Afrique de l'Ouest, va déborder en Afrique, en Europe et en Amérique. Beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Est-ce que l'État sénégalais doit assumer seulement ça? Il nous faut de nouvelles solidarités, une nouvelle compréhension des choses. La deuxième chose importante, l'Afrique doit pousser le monde à réviser les termes de l'échange. L'Afrique ne peut pas continuer d'être l'endroit d'où on tire les richesses pour aller créer la valeur ajoutée ailleurs. Et qui dit valeur ajoutée, c'est les emplois. Qui dit valeur ajoutée, c'est les dividendes. Tout ça, on prend en Afrique, on va créer la valeur ajoutée ailleurs. L'Afrique va progressivement, et ça c'est un des axes de développement les plus affirmés par le président Macky Sall, l'Afrique va s'industrialiser progressivement. En s'industrialisant progressivement, l'Afrique va mettre en place des petites unités de transformation de ce que nous produisons dans nos sols et qui viennent de nos sous-sols. Et à partir de cette transformation, on pourra capter une partie de la valeur ajoutée qu'on ajoute sur cette question. Et pour faire ça, on va faire travailler l'ensemble de nos populations. Parce que le monde où on va est un monde sans contact, parce que les épidémies telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça va venir et venir encore. C'est un monde où on a besoin de lutter contre les effets du changement climatique, mais c'est un monde où l'Afrique a sa place de responsable, de co-responsable dans la gestion des affaires du monde, mais sa place aussi entière pour prendre ce qui lui est dû, c'est-à-dire sa part raisonnable dans
la valeur ajoutée créée au niveau du monde, surtout quand c'est créé à partir des recherches, des richesses qui sont ici en Afrique, cultivées en Afrique, extraites de l'Afrique, etc., etc. Alors, une dernière question, sauf Delphine, si tu as encore des questions d'internautes, je ne sais pas. Alors, je pense que le micro... Alors, petit problème technique. Mounir, non, vas-y, pas de questions en fait qui seraient vraiment liées à ce sujet-là, surtout uniquement donc sur interrégionale à laquelle Monsieur le ministre vient de répondre. Merci. D'accord. Donc, Monsieur le ministre, une dernière question. Alors, la situation actuelle de par le monde, et pas seulement en Afrique, a remis en question certaines priorités, certaines vérités. Et d'ailleurs, le président Macky Sall plaidait encore ce mardi lors de la table ronde virtuelle organisée par le New York Forum Institute pour un système mondial plus juste, pour une solidarité nouvelle. Alors, quelles leçons, Monsieur le ministre, devrions-nous tirer de cette crise? Cette crise, on doit tirer d'abord au niveau des États, on doit tirer des leçons simples. La première chose, c'est que cette crise a permis à l'État de revenir dans le jeu. Pendant très longtemps, je vous ai dit, l'ensemble des relations au niveau international étaient contrôlées par ce qu'on appelle les lois du marché. C'est-à-dire, c'était le commerce, mais c'était la concurrence, c'était la compétition à outrance, et l'État était marginalisé. Et on a vu qu'avec une pandémie comme ça, c'est l'État qui sauve les vies. C'est l'État qui aide l'économie à tenir. Et partout où l'État a fonctionné comme un État fort et conscient du danger, ça s'est passé relativement de manière apaisée. En Chine, il n'y a pas eu de débordement chez eux. Pourtant, c'est la plus grande population du monde. En Afrique, pareil, on a quelques États. Aussi, ici au Sénégal, on a vu que la présence anticipative et proactive de l'État sénégalais a permis réellement de faire de telle sorte que la pandémie ne s'est pas faite. Partout où l'État a négligé la maladie a fait des dégâts. Prenez le Premier ministre qui circulait dans son pays alors qu'il y avait le Covid, a serré des mains, surtout des mains de malades. Quand il est tombé malade, il a compris de quoi on parlait. Prenez un autre pays où il y a 3 semaines, il y avait quelques cas. Aujourd'hui, on est à plus de 15 000 morts, pour ne pas le nommer, le Brésil, et où l'État ne se préoccupe pas encore assez, peut-être. Chez nous, on a découvert l'État, dans sa force la plus grande, est capable de faire les choses. Maintenant, ça, c'est une leçon de l'État revient dans son match avec les lois du marché. La deuxième chose intéressante, c'est que la solidarité dont on a parlé, il faut l'organiser. Et il faut l'organiser autour de ce qui est le plus essentiel pour les êtres humains, qu'ils soient blancs, bleus, rouges, cédés ou noirs ou jaunes. C'est la vie humaine qui est au cœur de la préoccupation de l'être humain. C'est ça qui doit être au cœur de la préoccupation de l'ensemble des politiques publiques et des politiques de coopération internationale et des politiques de dialogue international. Et cette solidarité qu'on va créer autour de l'humain, c'est celle-là qui permettra, comme la paix qu'on a promue au-dessus des règles de marché en Europe a permis d'asseoir la paix. Ici, en faisant la chose sur l'humain, on viendra dans des schémas de développement responsables où tout le monde bénéficiera des progrès de l'humanité, des dividendes des progrès de l'humanité, mais à sa juste mesure. C'est ça la justice dont on est en train de parler. Il n'y a rien de plus anormal qu'un continent regorge de ressources et qu'on lui explique toujours par les règles du marché qu'il doit être celui qui bénéficie le moins de ces ressources chez lui, qui existent chez lui. Ce n'est pas normal. Et cette bataille-là, moi, en tant que diplomate, je crois que c'est l'une des meilleures batailles qu'on puisse faire dans les années à venir, dans les semaines à venir,
faire de cette sorte que nos préoccupations de l'humain se traduisent dans nos politiques publiques. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation et puis d'avoir répondu à nos questions. Delphine, je te rends la parole. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour nous avoir partagé avec nous votre vision. Comme vous disiez, donc l'Afrique et l'avenir de l'Afrique. Et j'invite l'ensemble des internautes à lire sur la Tribune Afrique, donc dans la tribune que vous y avez publiée, où vous rappelez justement que l'humain doit être au cœur des préoccupations et qu'on doit construire un monde, comme vous disiez, avec vraiment cette notion que l'Afrique est l'avenir de l'Afrique, solidaire et responsable. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je donne rendez-vous à l'ensemble de nos spectateurs pour un Connect Live très prochainement. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci Mounir.